musique avait dans mon scénario une place déjà très importante. Pas parce qu'elle était diégétiquement importante, c'est pas parce qu'elle était dans l'histoire, mais parce que j'ai eu très très vite la certitude que toute une partie de la narration pouvait être prise en compte que par la musique. Ça c'était moi, voilà, ce que moi j'aime au cinéma, puis ce que j'aime et ce que j'aimais et voir et faire. Donc j'ai tout de suite réfléchi à la musique de ce film presque aussi vite que pour ma co-scénariste. C'est-à-dire que j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai écrit au contact de musiciens et j'ai en même temps réfléchi beaucoup à cette musique-là avant. J'ai rencontré Rob parce qu'on fait partie de la même, je trouve, de la même génération d'artistes qui aiment voilà, faire des ponts entre les films, le graphisme peut-être, la musique électronique. Il a lu le scénario, pardon. Il a dû lire le scénario dans ses premières étapes d'écriture. Hein. Et ensuite, donc voilà, il a, je pense, un peu imaginé. À partir de là, il a un peu rêvé le début de sa bande originale. Et après, dans chaque scène, il y avait deux choses. Soit c'était, on dit souvent qu'on met de la musique quand on commence à se faire chier au cinéma. Donc là, quand on se fait un peu chier, on va mettre de la musique, surtout une nappe comme ça derrière. C'est pas complètement faux. Je trouve qu'il y a des moments où il faut la musique qui accompagne comme un souffle et qui, voilà, et qui fait passer les paliers narratifs. Mais nous, on a travaillé en se disant, voilà, à tel endroit, voilà ce que je ne peux pas faire dire à mon actrice parce qu'il n'y a pas de dialogue possible à cet endroit-là. En revanche, toute l'introspection, elle sera relayée par la musique. Donc on a travaillé comme, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le cœur d'une fille de 16 ans, et j'ai demandé à Rob de rentrer dans le cœur d'une fille de 16 ans. On faisait des allers-retours comme ça, il se trouve que Rob en plus c'est le clavier des Phoenix, donc il était tout le temps en tournée voilà, dans le monde entier parce qu'ils ont eu un très très grand succès avec leur dernier album. Ce qui rendait en même temps les choses assez exotiques. J'adorais l'idée de correspondre avec mon musicien par... D'abord on s'écrivait, je trouve que ça ressemble vraiment à un rapport de scénariste. C'est-à-dire on s'envoyait des lettres, des messages, on parlait avec des mots voilà, de la musique, parce que maintenant tout le monde s'écrit par mail. Je trouvais que c'était assez beau qu'il n'arrête pas de voyager et qu'on doive s'en parler comme si on écrivait une partie du scénario. Et ensuite, il m'a proposé des morceaux. Parfois, en fait, je me suis rendu compte moi, de l'idée du film que je me faisais et de l'erreur parfois dans laquelle j'étais, de l'impasse dans laquelle j'étais, parce qu'une chose qu'il me proposait après ce que je lui avais demandé ne fonctionnait pas dans mon film. Par exemple, je voulais des choses très très tendres, je voulais des choses vraiment très très tendres. Et le film n'est pas à tendre, donc parfois ça collait pas du tout. Enfin, même assez souvent, j'ai remisé l'idée que je me faisais de moi et du film dans moi. Il a proposé plusieurs séries comme ça de morceaux. Parfois ça faisait trop chansons. En même temps il y avait une chanson dans le film qui était vraiment hyper importante. Et pour le reste, tout ce qui est le circuit, à un moment il y a tout un passage dans le film où l'héroïne Prudence Friedman est hyper excitée à l'idée d'aller sur un circuit de moto et qui est un circuit nocturne, presque abstrait, hyper dangereux, illégal, qui est à côté de chez elle. Elle doit traverser une forêt pour ça. Et cette forêt, qui était une forêt que j'ai toujours voulu depuis le début dans le scénario, je sais que j'ai construit avec mon monteur Julien Rocherin, on a monté sur son morceau. J'avais profondément envie de faire des iris sonores dans le film. J'avais l'impression que le film était tellement solipsiste, tellement articulé autour de Léa Seydoux, enfin de son héroïne, non, de l'héroïne du film Prudence Friedman, que voilà, j'avais envie en fait de me coller à son oreille. Et le film c'est une révélation sonore plus que visuelle. Maintenant, la musique elle arrivait souvent à des moments d'épiphanie. C'est-à-dire que voilà, des événements dans le film qui sont absolument pas logiques du point de vue de la narration, parce que ça rejoignait mon sujet, et c'était la musique qui donnait sa cohérence, c'était la musique qui palliait en fait le scénario à certains moments. Et au mixage, il a fallu, quand c'était l'épiphanie qui devait prendre le dessus, c'est-à-dire quelque chose d'un peu subjectif finalement, on entrait un peu de manière irréaliste dans la tête du personnage, on mixait en le proposant tout près de l'oreille et quand ça se mélangeait, on trafiquait, on installait dans l'espace. C'est une question d'espace et de territoire en fait le son. Et je me suis rendu compte d'une chose en filmant en scope et en 35 mm, c'est que le son il a une place, je ne savais pas du tout, parce que je savais pas, il a une place vraiment sur la pellicule. Et en fait si on lui laisse pas une place,
au filmage, au moment du tournage, il n'aura pas de place dans le film. J'ai été, voilà, il y a beaucoup de choses dont j'avais envie aussi, que j'ai dû remiser parce que je ne les avais pas filmées. Ça se filme. C'était très important pour moi que la relation entre Prudence et cette amie, cette fille un peu frondeuse, un peu fascinante pour elle à ce moment-là du film, Marilyn, c'était important pour moi que la relation elle soit sur un registre de sadisme, un petit sadisme domestique. Et moi à l'adolescence, les moments les plus humiliants que j'avais ressentis, c'était autour de la musique. Je trouve que c'est l'un des critères les plus discriminants quand même. Ce qu'on écoute, ce qu'on n'écoute pas, ce qui est cool, ce qui est pas cool, ce qui est à chier, ce qui nous... C'est immédiatement ce qui nous stigmatise comme quelqu'un faisant partie ou ne faisant pas partie des gens dignes d'être aimés, tout ça. Et c'était un morceau de Rob qui s'appelle Je t'aime, qui était un morceau qui existait, ce que j'avais beaucoup aimé, que j'avais installé en fait au départ juste pour comme un morceau provisoire pour monter la séquence. Et en fait, c'est tellement resté dans mon oreille qu'il a fallu garder cette base-là qui était une base non chantée et trouver un chanteur, un interprète pour des paroles qu'on avait écrites avec le directeur artistique Jean-Étienne et moi. Donc c'est des paroles qu'on a écrites qui font du sens dans le film à ce moment-là. Et on est allé voir Jerry Mullier parce que voilà, j'étais très impressionnée par son travail, par sa qualité de crooner. Je sais pas, je trouve que j'aime sa façon de chanter. Ouais, je pense que la musique influence beaucoup, a influencé beaucoup l'idée que je me faisais du cinéma. Et peut-être autant, même les films pour leur musique, pour leur bande-son. D'abord, moi, les films qui m'avaient le plus marqué, c'était des documentaires musicaux, c'était les films des frères Miles sur Woodstock, ce film qui s'appelle Gimme Shelter, qui est pour moi une tragédie, un chef-d'œuvre. C'est des films voilà, que je pouvais souvent, les VHS ou les DVD, après un peu plus tard que j'ai regardé en boucle, c'était ça. Ou Stop Making Sense, le film de Jonathan Dunn sur les Talking Heads. C'est vraiment pour moi, voilà. Je sais pas, on est traversé de plein de choses, de plein de musiques, conscientes, inconscientes. Je peux vous dire ce que j'écoute. Je suis en même temps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me parle à l'oreille quand j'écoute de la musique. Il faut vraiment que je sois. Il y a certaines choses que. J'ai autant aimé par exemple les teen movies américains d'Adrian Lyne parce qu'il y avait une vidéo de Tangerine Dream. Tangerine Dream pour moi c'est je pense ce qu'on peut faire de plus émouvant en termes de bande originale, enfin sur ces films-là. En même temps, là en ce moment j'écoute en boucle. Mon cerveau est contrôlé par une chanson de Portishead alors que je n'ai pas du tout Portishead, c'est The Rip. Et en même temps, j'écoute en ce moment Patricia Carly qui chante Demain tu te maries, qui est quand même la parolière de Mireille Mathieu. Bon, je sais pas si c'est très sexy de dire ça, mais en gros, voilà, je sais pas. Bon.